Mais tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème, 4 épisodes. Cette semaine, de la radicalisation au djihadisme, chroniques intimes d'un fiasco républicain. Au départ de cette série, il y a un mot, radicalisation, un mot qui est partout, depuis Charlie, depuis le 13 novembre, un mot qu'on manie sans bien comprendre ce qu'il recoupe et surtout, sans imaginer comment il s'incarne chez ceux qui vivent cette radicalisation. Alors bien sûr, c'est eux qu'on va entendre. Pour commencer, les personnages, une mère amère, un père écœuré, des policiers qui font un exposé et des psychologues désemparés. Ensuite, le décor, des cafétérias, des missions locales, des salles de conférence. On est dans le sud de la France, quelques mois avant l'attentat meurtrier du 14 juillet. C'est à côté de chez vous, de chez nous. Et pourtant, on n'a pas encore les outils, ni pour comprendre, ni pour nommer. Alors on est allé écouter ce que disent les représentants de l'ordre. Mais comment savoir de quoi on parle quand on ne maîtrise pas le sujet ? Aujourd'hui, 3e épisode, les mots de la radicalisation, un diagnostic bien tardif. Un documentaire d'Alain Lefkovitch, réalisé par Doria Zénine. Sarah, la veille de son départ, encore on rigolait ensemble. Elle avait 17 ans. Et normalement, quand elle quittait de l'école, elle appelait mon père. À 17h, toujours pas d'appel. Mon père, il est parti à la gare. Pas de Sarah. Et en fait, le vendredi, elle a téléphoné. Et je lui ai dit, ouais, t'es où? Dis-moi, t'inquiète. Je le dirai pas, ça reste entre nous. Et elle m'a dit, je suis en Syrie. Je lui ai dit, Fred, rends-toi en Turquie. De toute manière, il y a le consulat de France. Ce seront des Français qui iront les prendre. Il n'y a pas de raison. S'ils se rendent. Mais bon. Et ils doivent avoir peur de rentrer, puisqu'autour de nous, il y a des gens qui prônent cet islam. Alors, s'ils rentrent et qu'ils se font rentrer dedans, ou d'un côté ou d'un autre, ils peuvent pas rentrer, ils veulent pas, parce qu'ils ne peuvent pas. Les mots de la radicalisation, un diagnostic bien tardif. Par Alain Lefkovitch et Doria Zénine. Moi, je suis revenue d'une conférence de presse. Je suis arrivée devant chez moi, il y avait une nuée de journalistes. J'ai pris peur, j'ai pris ma voiture, je me suis échappée. J'avais simplement envie qu'on m'aide. Qu'on me fasse comprendre, qu'on me dise pourquoi. Après, j'ai appris à comprendre, j'ai appris en posant des questions, en allant voir. Mais il n'y avait pas de réponse. On me disait, ah oui, c'est parce qu'il avait bien voulu partir. Limite, c'était un peu ma faute. C'est pour ça que maintenant, il faut les aider. Il faut des gens comme David, des gens comme d'autres personnes. Il y a un tas de jeunes comme ça qui ont quelque chose, qui connaissent, qui ont été là-bas, qui ont vécu ça. Eux peuvent en parler. Tout le monde ouvre des associations maintenant. Tout le monde, moi, on m'a proposé. Mais une association de quoi? Pour les faire rentrer? Ça fait 2 ans et demi. 26 mois, on ne les fait pas rentrer. Les attentats continuent. J'ai toujours dit, au début, je disais, c'est un cancer. Si on ne va pas à la racine, il y aura toujours des ramifications. C'était une secte et un cancer. Un cancer, comme dit Michel, cette femme de 55 ans qui tente de faire revenir son fils cadet, parti faire de l'humanitaire en Syrie avec Al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda, opposée dans ses méthodes à Daesh. Un cancer que personne, en charge des affaires de ce pays, n'a su ou voulu diagnostiquer avant novembre 2014, avant que le gouvernement ne prenne les premières mesures pour tenter d'endiguer le flot de ces jeunes Français candidats au djihad. L'État devenait médecin malgré lui, contraint, contrairement au médecin de Molière, de se frotter à une vraie maladie, celle de la radicalisation. En a-t-il seulement les moyens ? Car à force d'aveuglement et de surdité, les questions se sont accumulées. Que fera-t-on par exemple des survivants français de cette guerre en Syrie, qui reviendront en France, certains avec des familles ? Alors, dans les ministères, on teste, on tâtonne, on expérimente, on apprend. Objectif : mettre en place une véritable stratégie de prise en charge de ces personnes en amont de leur basculement. Stratégie qui a largement fait défaut à Michel, à Douniazad, Scheherazade et Zumurrud, toutes victimes collatérales de cette guerre. Qu'à cela ne tienne, maintenant on a compris, exit le tout répressif de ces 20 dernières années, place à la prévention. Mais laquelle, se demande-t-on, dans ces nombreux territoires que la République, même si elle s'en défend, semble avoir irrémédiablement perdu ? Pour le savoir, il faut être VIP et avoir le privilège d'assister à une des formations au phénomène de radicalisation, formation prodiguée par le ministère de l'Intérieur en direction des acteurs de terrain. En attendant d'en savoir plus, Michel, elle, se contente de supposer, d'imaginer, bref,
de se torturer l'esprit sur les raisons qui ont poussé son fils sur le chemin du djihad. C'était il y a près de 3 ans. Si maintenant on leur certifiait peut-être... Moi je lui ai dit, il rentre, il me dit pour que j'aille faire 12 ans de prison. Je lui ai dit pourquoi 12 ans? T'as fait quoi pour faire 12 ans? J'essaye de lui expliquer que c'est en proportion de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils font là-bas, qui vont être jugés. C'est pas un quota de... Mais là-dessus, personne ne dirait à nous. Moi, je m'illusionne, hein, je me fais les questions et les réponses. Je me dis, s'il fait rien, je vois pas pourquoi il payerait. Lorsque la justice ne dispose pas d'éléments suffisants pour engager des poursuites, le dispositif de contrôle et d'évaluation doit être très strict. Je pense notamment à ceux ou à celles qui reviennent en France après être partis faire le djihad, posant une menace très grave. Certains font régulièrement le trajet aller et retour. D'autres sont ce qu'on appelle des repentis, dont il est difficile de mesurer la sincérité. Manuel Valls, 9 mai 2016. Le plan présenté ce matin se donne pour objectif de doubler d'ici 2 ans les capacités de prise en charge des personnes radicalisées. La mosquée qu'il y a ici, elle est horrible. Cette mosquée, il faudrait la fermer, la vérité. Parce que je la fréquentais, mais maintenant je la fréquente plus. Scheherazade et Zumurud. Il y a beaucoup d'extrémistes là. Ils se prennent pour des hommes parfaits. Moi, franchement, il y a des gens à la mosquée, ils prient, mais pas avec l'imam. Ils prient à part, parce qu'ils se sentent supérieurs, parce qu'ils savent tout. Et c'est de là-bas que le lavage de cerveau il y est. Parce que j'ai beaucoup entendu parler et on m'a dit que c'était de là-bas. En fait, plus personne s'entend à la mosquée. Alors que normalement, ça doit pas être ça. On doit prier avec l'imam, on doit pas prier à part parce qu'on se sent supérieur ou... Parce qu'en fait, l'imam était d'accord avec ce que disaient les médias, alors ils étaient pas d'accord parce que d'après eux, ça serait un mécréant parce qu'il suit les médias, alors que... Et moi, je pense... Ouais, c'est tous ceux qui prient à part, là, et ben pour moi, ils en font partie, quoi. Ils étaient surveillés même, mais bon, à la fin, voilà, quoi. Et les gens qui financent tout ça, on les attrape pas, on les surveille pas, je sais pas, on les enferme pas. C'est-à-dire qu'ici, dans cette ville, il y a des gens qui recrutent, qui sont connus par tout le monde, et rien n'est fait. Rien du tout. Ils sont même pas... Je sais pas s'ils sont surveillés par la gendarmerie ou quelque chose comme ça, mais il y a rien qui est fait. Il y a des jeunes qui pointent, ceux qui font la prière à part avec l'imam. Ces gens-là, ils pointent à la gendarmerie, c'est ce que j'ai entendu. Et j'ai eu confirmation, comme quoi ils pointaient parce qu'ils avaient peur d'eux. Mais par rapport aux attentats qu'il y a eu en France, mais pas par rapport, ils ont pas peur qu'ils partent en Syrie. S'ils partent en Syrie, ils s'en débarrassent, ils sont bien contents. Mais ils font rien pour chercher ces personnes qui recrutent ces jeunes pour partir en Syrie, alors qu'ils pourraient chercher un peu. Mais vous les connaissez? Moi, je sais qu'il y en a un qui l'a déjà fait, mais j'ai pas de preuves. Qui va me croire pour me mettre tout le monde à dos et après rester seul dans mon coin? Parce que je n'aurai ni du soutien de la gendarmerie, ni du soutien de personne. J'ai envie de dire. C'est pas à nous d'enquêter. Oui, c'est pas à nous de chercher, c'est pas notre boulot, c'est la gendarmerie qui doit faire ça. Mais je sais pas. Même moi je me pose des questions. Pourquoi ils cherchent pas à comprendre c'est qui fait ça, alors que ils parlent avec quelques jeunes, ils vont savoir. Ils cherchent, ils creusent, ils vont savoir c'est qui les envoie. C'est tout. Mais non, mais ils cherchent pas. C'est pas à nous de faire à leur place. Surtout, même si on sait c'est qui, on n'a pas de preuves, ils sont intelligents ces gens-là. Il faut savoir qu'avant avril 2014, je dirais, on n'avait même pas d'outils juridiques pour empêcher un mineur de partir en Turquie. Pierre Engan, tout nouveau préfet de la Charente, nommé en décembre 2014 par le Conseil des ministres au poste de secrétaire général du comité interministériel pour la prévention de la délinquance, le CIPD. Et ce sont les lois Cazeneuve de novembre 2014, je pense, qui ont permis de faire aboutir l'interdiction à la sortie de territoire, y compris pour des personnes majeures, puisque la doctrine française c'était de dire il faut empêcher les nôtres d'aller en zone de combat, parce que effectivement, en revenant, ils seront beaucoup plus dangereux. S'ils sont, je dirais, endoctrinés, idéologisés, si le terme est correct, sur notre territoire, c'est peut-être moins grave que si en plus on leur apprend les techniques de combat, si vous voulez. Donc on a dû légiférer pour empêcher, mais on n'avait même pas d'outils juridiques par rapport à ça. Il a fallu créer tout ce dispositif. Mais je vous redis, tout ça est en train de se construire à la date d'aujourd'hui.
Elle a payé ma mère en Skype. Ça fait 1 an que je fais toujours les mêmes discours. Il faut pas s'inquiéter, qu'il faut venir. Maintenant, il faut y aller. C'est le paradis là-bas. On a envie de la secouer, de lui dire, ouvre les yeux, quoi. C'est pas ça la vie, c'est ça que tu veux. De vivre tous les jours avant de dormir ou en se levant, en se demandant si elle a encore envie. J'aurais connu certaines personnes avant que ma sœur elle parte, bien sûr, elle serait jamais partie. Ça m'aurait bien aidé à empêcher tout ça. Vous êtes touché par ce drame, vous n'êtes plus seul. Appelez le 0800 005 696. Nous avons mis en place des indicateurs de basculement. Ces indicateurs ont fait l'objet d'une discussion entre plusieurs experts de l'ensemble des ministères et des disciplines portées ici par les politiques publiques, c'est-à-dire aussi bien des psychiatres que des travailleurs sociaux. Donc, ces indicateurs permettent aujourd'hui, à la lumière de la connaissance que nous avons du phénomène, d'isoler ou d'identifier des critères qui, quand on les croise, permettent d'identifier les personnes à risque. D'accord ? Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui, je dirais, d'identifier près de 8400 personnes, au moment où je vous parle, individus à risque. Alors, bien entendu, sur les 8400 personnes à risque, il y a des personnes qui ont manifesté leur adhésion, mais peut-être qu'elle n'est que verbale, à l'État islamique et à tout ce qui se passe au Proche-Orient, mais il y a aussi des gens qui sont certainement un peu plus convaincus. Dans ces personnes à risque, 30% sont des femmes, c'est quand même important, 30% de femmes. Il faut savoir que c'est l'inquiétude, je dirais moi, que j'estime qu'il faudra qu'on manifeste à la fin de cette guerre, parce que beaucoup de filles qui auront rejoint ces zones de guerre reviendront avec les enfants de la guerre. D'accord ? Et il nous faudra gérer ça. Il y a une vraie question de société qui se posera par rapport, y compris à ces enfants, que chaque pays va récupérer, parce qu'il n'y a pas que nous. Chaque pays va devoir récupérer ses enfants de la guerre. D'accord ? Donc, il va falloir qu'on ait ça en conscience. Il y a 20% de mineurs dans l'effectif préventif, mais même en zone de conflit, il y a des mineurs, il faut le savoir. Il y a, par rapport je dirais, au portefeuille des 8400 personnes, il y a pratiquement 38% de personnes qui n'étaient pas de culture musulmane avant leur basculement. D'accord ? Donc, ce qu'on appelle les convertis. Donc, c'est quand même très important. La nouvelle génération des personnes qui basculent n'est pas celle, aujourd'hui, des terroristes qui, eux, ont cheminé depuis plus de 10 ans et qui, aujourd'hui, nous attaquent. Faisons attention. Ceux qui nous attaquent actuellement font peut-être partie de l'ancienne génération. Nous, on travaille sur la prochaine génération de djihadistes. Il faut bien l'avoir à l'esprit. Et elle est beaucoup plus diverse. Elle est beaucoup plus féminisée. Elle concerne un peu plus la classe moyenne, voire supérieure, que par le passé. Donc on est en train de changer, y compris de profil de ces personnes. D'où la nécessité de mettre en place une véritable stratégie, je dirais une politique publique de prise en charge de ces personnes en amont de leur basculement vers le chemin de non-retour. Il faut que je fasse ce qu'Allah a dit. Après, je me suis décidé à partir. J'ai utilisé ma kalash. Quand je voyais l'ennemi d'Allah, je visais avec ma kalash. Et Allah, c'est lui qui tire. Et je visais l'ennemi d'Allah. Et alhamdoulilah, j'en ai tué. Je vais rester ici jusqu'à atteindre mon objectif. Le Firdaus al-A'la, le martyr, Inch'Allah. Qu'Allah nous l'accorde. Complément d'enquête, France 2, 2 juin 2016. Pour moi, au début, je me disais, c'est tellement... Parce que la plupart des gens qui recrutent, qui ont mis des voiles, qui prônent de cet islam, sont des gens qui auparavant étaient des dealers, des gens, des RMistes, des parents isolés, des femmes qui travaillaient pas. Je me disais, tiens, c'est peut-être un autre moyen de gagner de l'argent sans plus vendre de drogue, peut-être. Ça rapporte peut-être plus d'envoyer des gamins là-bas en Syrie que de vendre la drogue. Moi, je me disais, peut-être c'est ça. Mais bon, il ne m'a pas donné la réponse. Après, dans les prisons,
Je crois qu'on fait pas assez pour les gamins qui rentrent aussi. On les met avec d'autres plus dangereux. J'ai un exemple d'un copain à Fred, à mon fils, qui est rentré. Il se retrouve parmi des... Il a lâché prise, il s'est échappé de là-bas, il se retrouve en prison. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'aperçoit que personne ne l'aide, on le met en prison. Il est retombé dedans. Sa maman est complètement... Faut aider ces gamins quand ils reviennent. Faut pas croire non plus que ce sont des méras, Non, ce sont des gamins. C'est une question politique, d'argent, moi je dis, c'est tout. C'est une question de... On ne fait rien pour les faire revenir. Je sais qu'on peut pas aller les chercher là-bas, on me l'a déjà répondu. Mais enfin, ça arrange bien peut-être certaines personnes qui reviennent pas non plus. Au lieu de prendre ces gens qui prônent cet islam radical, c'est à eux qu'il faudrait enlever la nationalité. C'est pas... On pense pas. Je crois que les plus dangereux, ils sont en France. C'est pas ceux qui sont là-bas en Syrie. C'est ceux qui sont en France. Il y en a beaucoup. Tout le monde le dit. Il y a je sais pas combien de gens... C'est incompréhensible. C'est compliqué. Chacun vient mettre sa graine. Chaque personne dit ça. Je pense que... C'est un fléau. Un gros fléau. Donc, ce portefeuille aujourd'hui d'environ 8400 individus est géré donc par nos services de police. Il faut savoir que nous avons aujourd'hui une plateforme téléphonique que j'estime être assez performante. Cette plateforme aujourd'hui permet de porter, d'abord d'écouter des tiers qui s'inquiètent pour leurs proches. Mais aussi de leur porter assistance, au moins dans un premier temps, de leur parler, parce que il faut vous rendre compte qu'il y a 2 ans, il n'y avait pas d'interlocuteur, d'accord? On fait comme si tout ça est naturel aujourd'hui. À l'époque, moi j'ai beaucoup de mères de famille qui allaient vers nos services de police. Nos services de police leur disaient, vous savez, c'est les questions privées de religion, on n'est pas compétent. Je connais beaucoup de mères de famille qui au début venaient nous voir en disant, je suis allé voir tel juge pour enfants ou tel juge aux affaires familiales pour lui expliquer que mon compagnon s'était radicalisé, que mon enfant était en danger, et qui nous a renvoyés, je dirais, à notre religion en disant c'est une affaire privée. On vient de loin, de très 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 loin. Quand je vois le chemin qui a été parcouru depuis lors, je me dis on a quand même rattrapé singulièrement notre retard, mais en plus on est allé beaucoup plus loin. Un satisfecit bien français. Ainsi, nous aurions rattrapé notre retard en matière de lutte contre la radicalisation, mais en plus, on serait même allé beaucoup plus loin. Pas si sûr, car derrière ces explications angéliques se cache une toute autre réalité, celle d'une méconnaissance totale du phénomène. Après de longues semaines d'attente et un véritable parcours du combattant dans les méandres administratifs du ministère de l'Intérieur, j'obtiens enfin le sésame pour assister à une de ces formations. Mardi 9 février 2016, le grand amphithéâtre de l'annexe du ministère de l'Intérieur à Bercy est bondé. De partout en France, les responsables et les psychologues des missions locales ont répondu présent à l'appel des pouvoirs publics pour tenter de comprendre et d'appréhender un phénomène complexe jusqu'alors jamais anticipé. Mais entre la théorie et la pratique... Bonjour à tous. Alors je suis le commandant François Trichet, je suis officier de gendarmerie, je suis conseiller sécurité à la MIVILUD, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui est une mission rattachée au service Premier ministre. Et donc j'ai le plaisir et l'avantage de commencer avec vous cette journée sur la prévention de la radicalisation. Et depuis 1 an et demi, la MIVILUD, en partenariat et sous l'égide du secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance, nous participons à la meilleure compréhension du phénomène de radicalisation et nous travaillons donc sur différentes perspectives, différents outils à créer pour les personnes sur le terrain. Ce matin, le but, la finalité affichée de mon intervention, c'est de vous présenter à la fois le processus de radicalisation et mieux appréhender aussi les modalités nécessaires de prise en charge des personnes radicalisées.
En tout cas, c'est un sujet sur lequel il faut être humble, mais on essaye de travailler au quotidien sur cette problématique et on découvre de nouvelles choses, de nouvelles compréhensions du phénomène tous les jours. Bonjour, donc on est l'association, entre autres, nous sommes basés à Nice. Et donc depuis 2-3 ans, je dirais, on a vu apparaître donc ce qui s'apparente à ce qu'on appelle communément des phénomènes de radicalisation chez les jeunes et moins jeunes, hein, une tranche de 15 à 40 ans. Ce qu'on va vous proposer là, c'est une théorisation provisoire. Les notions qu'on va mettre en place, c'est ce qui va nous servir à discuter. Hein. Si vous voulez, je crois que c'est extrêmement important de savoir avec quels mots on travaille et surtout quelles sont les notions, les concepts qui sont derrière ces mots. Voilà. Alors d'abord, ensuite on va faire passer d'autres slides. Toute notre intervention, si vous voulez, c'est d'essayer de montrer tout l'éventail des difficultés que nous, évidemment vous, en tant que mission locale, pouvons rencontrer, c'est-à-dire des non-djihadistes qui veulent aller à Daesh, des djihadistes qui veulent aller à Daesh, et aussi des djihadistes ou des djihadisants qui ne veulent pas du tout aller à Daesh, mais qui sont un réel danger pour la société française et pour la démocratie. Voilà. Sur cette diapo, vous avez un truc étrange qui s'appelle PDF, ce que nous on appelle une barrette, qui est en pointillé et en hachuré, et qu'on va vous mettre en zoom. C'est-à-dire que PDF, c'est les pro-Daesh français, c'est-à-dire tous les gens qui, en France, sont tentés par un soutien à Daesh ou le fait de partir, qui sont partis ou qui ont été arrêtés, c'est-à-dire en réalité le problème des gens qu'on rencontre très concrètement sur le terrain et qui posent un problème à la fois politique et à la fois social, de rupture sociale, de crise des familles, de mise en difficulté des familles, etc. Donc on va faire un zoom sur cette barrette blanche. Amélie. Donc je vais commencer par l'extrême gauche, donc les profils bleus, HAM, qui correspondent donc à ce qu'on a appelé du pseudo-infra-djihadisme, c'est-à-dire en réalité des profils d'individus qui ne sont absolument pas djihadistes du tout, donc pas radicalisés si vous voulez. Donc sur ces trois profils, H qui correspond à l'initiale donc de humanitaire, A donc pour aventurier, et également donc M pour matrimonial, c'est-à-dire des souhaits de départ pour des motivations matrimoniales. De l'autre côté, donc à l'extrême droite cette fois-ci, ce qu'on a appelé donc la barrette noire, hein, si vous voulez, pour terrorisme. Donc là, il s'agit d'un sous-ensemble, si vous voulez, d'une spécificité qui s'appelle le djihadisme terroriste. Si vous voulez, nous on considère hein, dans ce profil-là tous les actes pour faire peur, pour affaiblir le lien social, on considère ça comme du terrorisme. Alors heureusement c'est un profil minoritaire. On a volontairement mis un gap, hein, un trou entre le D et le T, si vous voulez, puisque on est en train de penser justement ce passage au terrorisme, hein, au djihadisme terroriste, qui est réellement quelque chose de complexe et de spécifique. Un profil donc à l'horizontale qu'on a appelé les hijristes en vert. Donc hijriste pour hijra, véritablement. Donc la hijra, hein, l'hégire, c'est-à-dire aux origines hein, la fuite du prophète hein, pour aller se réfugier à Médine en 622. Ce type de profil correspond pour nous davantage à quelque chose qui serait de l'ordre de la radicalisation cultuelle. Vous voyez que la barrette verte hijriste, elle part du côté bleu, elle va pratiquement jusqu'au côté rouge. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans ces gens qui sont ultra pratiquants de la religion musulmane jusqu'à souhaiter quitter la France et rejoindre un pays musulman, on peut être soit dans un domaine qui n'est pas du tout à gauche, qui n'est pas du tout radical politiquement, et plus vous allez vers la droite de la barrette verte, plus vous allez avoir une vraie position, non seulement daéchiste, mais une position de plus en plus proche du djihadisme politique.
Oui, alors donc pour votre boulot, puisque je pense que presque tout le monde est mission locale ici, sur la gauche de la barrette verte, qui est en fait dans le domaine bleu, c'est des gens que vous allez rencontrer, qui vont venir voiler aux rencontres d'insertion, etc. Y compris celles qui refusent de serrer la main. Étant dans les missions locales, j'ai été confrontée à ce type de choses, c'est-à-dire à celui qui a refusé de me serrer la main, à celui qui a fait valdinguer la panière de préservatifs qui est posée sur l'accueil. Voilà, on est quand même sur ce type de choses-là. Celui qui fait valdinguer les préservatifs sur le bureau d'accueil de la mission locale, il est plutôt à droite de la barrette, et la fille qui arrive voilée, elle est plutôt à gauche de la... On ne sait pas si elle est à gauche ou à droite. Idem pour les matrimoniaux. Il y a des filles dans le matrimonial qui sont dans le bleu, c'est-à-dire qui cherchent un mari sérieux, stable, etc. Et vous avez... Dans le rouge, vous avez des filles réellement djihadistes dans leur esprit et qui partent à Daesh pour fabriquer le maximum de musulmans combattants qui seront de vrais djihadistes, etc. Vous voyez, donc il y a des tas de choses à ne pas confondre. En résumé, et pour ne pas confondre, le bleu, c'est pour ceux qui sont dans un trouble psycho-relationnel, le vert pour les hijristes, une radicalisation cultuelle plus que politique, les blancs pour ceux qui souffrent de blessures psychologiques, les noirs pour les terroristes, les rouges pour ceux qui sont dans un processus idéologico-religieux et enfin les roses pour ceux qui sont dans un processus identitaire. Monsieur Fidalgo de la mission locale de Marseille. Oui. Coucou. Je ne vois pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Capitale mondiale du football d'ailleurs, mais pas ça. Je voulais juste vous poser une question en tant que scientifique. Celui qui pose la question, c'est aussi bien le salarié de la mission locale de Marseille que la personne ou le citoyen d'une ville un peu particulière. De tout ce que j'écoute, j'ai le sentiment quand même qu'on arrive peu à peu dans notre pays à faire le constat d'une chose qu'on n'a pas voulu voir pendant des années. C'est-à-dire qu'il y a des communautés identitairement de plus en plus marquées, avec des discours très construits, et qui sont, du coup, essaient de trouver une place pour exister et prendre la parole, sous d'autres formes qu'on a essayé de leur donner, d'ailleurs, à des époques récentes de l'histoire de notre pays. Et qui, aujourd'hui, trouvent des marqueurs très très forts, et je pense qu'il n'y a rien de plus fort qu'un marqueur religieux, spirituel, et je vois mal comment on va pouvoir faire, mais c'est une question du citoyen et du collaborateur de la mission locale, je vois mal comment on va pouvoir faire pour arriver nous-mêmes en tant que techniciens et en tant que citoyens, pour vraiment prendre toute la mesure de ces questions. Bon, ces formations nous permettent peu à peu d'y arriver, mais n'empêche, c'est Madame Boukobza qui disait tout à l'heure qu'aujourd'hui, le cœur de son intervention ne se situe pas dans le même domaine que celui que j'ai connu moi quand j'étais conseiller en insertion il y a des années. Donc, j'ai l'impression que la notion de communautarisme arrive très fort et qu'elle est très conflictuelle déjà dès le départ. Oui. Bon, ce communautarisme, il date pas de maintenant. Je veux dire, ça, on l'a vu monter. Ce qu'on a vu apparaître dans les années 2000, après les émeutes de 2005, on a vu apparaître la transformation, ou plutôt le rejeton de ce communautarisme qui a été l'identitarisme. Et le rejeton de cet identitarisme a été le victimisme et les agents victimaristes. Ce qu'on a vu justement dans le travail de terrain, mission locale, etc., dès les années 2007-2008, c'est que les mêmes filles qui venaient pour l'hyménoplastie, pour refuser le mariage forcé, ce sont les mêmes qu'on a vu arriver voilées. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est ça qui nous a mis la puce à l'oreille et qui nous a fait travailler là-dessus. Alors, il est évident qu'il faut travailler sur les carrés blancs et sur les petits ronds bleu-blanc-rouge, ça c'est votre boulot. Mais si, au niveau politique, des hommes politiques, on veut lutter contre la pagaille des carrés blancs qui vont vers la vindicte, etc., il faut déjà agir sur les carrés bleus. Ça, c'est pas votre boulot, c'est pas votre boulot. Mais c'est important de repérer
comment on entre dans le rose et le rose rougissant à partir de cette transformation des blessures en sentiment de préjudice religieux. Ça, c'est une catastrophe. Donc chacun à son niveau. Hein. Vous, votre boulot, c'est les petits ronds bleu, blanc, rouge. Les hommes politiques, je crois qu'il faut qu'ils s'attaquent au grand carré bleu. Hein. Voilà. Vous parliez donc des cases bleues, identitarisme, communautarisme, complotisme, etc. Chez les jeunes actuellement, c'est vraiment des idées qui reviennent très 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 souvent. Tout à fait. On voit dans les collèges, les lycées, ça fonctionne comme ça. Donc, est-ce que ça sous-entend que tous ces jeunes-là, du coup, sont dans la phase rose, ce que je pense pas, ou à l'inverse, est-ce que s'est installé quelque chose de propice à justement ce communautarisme? Alors, votre question est extrêmement importante. Est-ce que le fait d'entendre chez des jeunes et moins jeunes, hein, parce que là on est dans la fourchette 10-40 ans, hein, il faut être très clair là-dessus. Est-ce que d'entendre les 5 ou 6 carrés bleus, est-ce que ça veut dire qu'on est dans le rose clair? Je vous dis oui. Je vous dis oui. On est dans le rose clair. On n'est pas dans le rose foncé et rougissant. Mais on a déjà mis un pied dans le processus. Et là, il faut faire très très gaffe. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que pour moi, ça représente 80% des jeunes actuellement. Et vraiment, et depuis 10 ans, moi déjà, quand j'étais au lycée, c'était déjà le cas. Nous, on a dit qu'il y avait eu une grosse erreur de communication gouvernementale, entre guillemets, à dire dès que tu vois un voile, c'est un djihadiste, mais pas du tout. Dès que tu vois un voile, c'est pas un djihadiste. Dès que tu vois un voile, c'est pas un pro-daéchien ou un daéchisant, si vous voulez. Ça peut être une pratique cultuelle tout à fait orthodoxe, etc. Et légitime. Et légitime, sauf que, évidemment, elle est un peu en difficulté, cette pratique, avec la laïcité française, etc. Ce qui est un tout autre problème sur lequel nous, on se prononce pas. Oui, bonjour. Moi, je voulais revenir, en fait, sur essayer de casser la victimisation. Quand on connaît les publics sur lesquels on travaille, quand on travaille dans des quartiers populaires où le gros de nos populations sont souvent discriminées, pour pas le nommer, c'est un peu difficile au quotidien de dire aux jeunes bon non et arrête, c'est pas parce que tu t'appelles Mohamed, Mamadou, que t'as pas eu le boulot, c'est pas parce que on a une image négative sur toi que t'as pas eu le boulot. Je trouve que au quotidien, c'est pas si facile que ça. Tout à fait. Et puis, depuis certains... Alors, il y a eu janvier, ensuite on a eu novembre. Nous, au quotidien, en tout cas, moi, je travaille en région parisienne, on a bien senti que du côté de la population et du côté des employeurs, il y a eu un vrai frein. Et ça, c'est un paramètre qu'il faut pas oublier. Hein. Il faut pas non plus... Alors, je dis pas que tous les jeunes issus de l'immigration ou des minorités visibles, voire des quartiers populaires, sont discriminés. Mais je pense vraiment qu'il y a un paramètre qu'il faut pas oublier. Tout à fait. Non, mais vous avez entièrement raison. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé simplement de sentiment d'injustice, etc. On parle de blessures réelles. Alors, la discrimination à l'embauche, le racisme, la xénophobie, etc., etc. Le contrôle au faciès, ça existe. Il y a eu des études très précises. Les discriminations, vous savez, sur les CV anonymes, etc., ça existe aussi, quoi. Bon, donc il y a des blessures réelles. Il y a des blessures réelles. Le problème, c'est est-ce qu'on est, dans notre boulot, d'éducateur au sens large, y compris les enseignants, etc., est-ce qu'on laisse une exacerbation de ce sentiment de blessure qui va se transformer dans le discours victimiste en sentiment d'injustice, ou est-ce qu'au contraire, on essaye d'aller contre? Ça ne veut pas dire que ce soit facile. Hein, ce qu'on dit nous, c'est de jamais entrer dans le discours victimiste. Jamais, jamais, jamais. Oui, bonjour, merci pour votre exposé qui était très clair. Moi, j'ai une question un peu académique. La sociologie fabrique-t-elle du discours victimariste? Oui. Je répète la question. La sociologie française fabrique-t-elle des discours victimistes? Oui. La sociologie française est victimiste. Hélas. Je ne pense pas que ce soit que la sociologie française. Je pense que la société française a eu du mal à passer d'une période post-coloniale à une période où cette histoire-là ne prend
ne devait pas prendre plus la place qu'elle a pris dans la construction mentale et les représentations des gens. Je prends l'exemple de la communauté africaine. Aujourd'hui, de jeunes Africains sur Marseille se radicalisent, notamment les femmes. Alors ça devient un imbroglio parce qu'ils se radicalisent en tant que femmes contre l'exploitation des femmes, en tant que femmes africaines contre l'exploitation des femmes africaines par les Africains, et c'est le bordel. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je pense que pour moi, en effet, tout se passe au niveau du carré bleu, parce que je pense qu'il y a toute une société vivant en France depuis 66, je vois l'évolution, il y a toute une société qui a à s'interroger sur son propre discours, et notamment les politiques qui ont pour moi une énorme responsabilité là-dedans, mais ça ne regarde que moi. N'applaudissez pas, je vais avoir des problèmes avec mon employeur. Donc ce que je veux dire par là, il y a cette prise de conscience, elle est importante, mais je pense qu'il faut aller au fond de la racine des choses. Puisque nous-mêmes, le risque, c'est que nous reproduisons un discours que nous entendons depuis des années, sans distance, sans prise de recul et sans autocritique. Tout à fait. Vous connaissez la chanson « Tout va très bien, Madame la Marquise ». Vous savez, où le château prend de plus en plus feu. C'est une chanson qui a été écrite en 1938 avec la question de la montée du nazisme. Voilà. Alors tout va très bien, Madame la Marquise. Après ces interventions magistrales et ces explications théoriques, les petits groupes se forment. Je passe de l'un à l'autre, laissant traîner mon micro au hasard des conversations. Tous tentent de digérer cette masse d'informations, de comprendre, d'analyser, mais surtout de chercher des correspondances entre le modèle et leur propre réalité, celle du terrain qu'ils occupent quotidiennement au contact des plus fragiles d'entre nous. Pas facile. Oui, bonjour, je suis Éric Ogade, je suis le directeur de l'association régionale des missions locales de Midi-Pyrénées. Bonjour, Serge Esteban, le directeur de la mission locale de Carcassonne. Bonjour, Michel Dreyfitoussi, président de la mission locale de la métropole de Montpellier. Alors, je vais vous poser une question à tous les trois. L'intervenant disait en préambule de son intervention que finalement on manque de recul parce que la France a commencé à s'intéresser à ces questions-là uniquement il y a un an. Ça veut dire quoi? On peut s'étonner de... Oui, on peut vraisemblablement s'étonner. Je pense qu'il y a une accélération compte tenu des événements qui se sont passés. Maintenant, nous, dans le réseau, et je pense que d'autres professionnels qui sont chargés de l'accueil des jeunes, on est confrontés à des questions de laïcité depuis des années. Donc là, malheureusement, c'est un processus beaucoup plus dramatique et mortifère qui s'accélère. Mais la première question qui nous était posée il y a déjà un certain temps, c'était cette question de laïcité, comment faire comprendre à un certain nombre de jeunes les fondements de la République. Pour faire simple, voilà. Donc là, c'est une suite dramatique, mais on est confronté, nous, depuis très longtemps à ces questions-là. Je vous rejoins totalement. Il y a un vrai problème de citoyenneté et de la laïcité n'est qu'une partie de la citoyenneté. Alors je vais faire très rétrograde, mais c'est pas grave, j'assume. Un jour, on a supprimé l'instruction civique dans les écoles, on a supprimé la force de notre hymne national, on a supprimé la force de notre drapeau, on les a laissés partir sur des partis politiques qui n'étaient pas obligatoirement des partis républicains. Tant pis si c'est politiquement incorrect, maintenant aussi supprimer le service militaire obligatoire, qui était quand même un creuset pour la nation. Et à un moment donné, quand la République n'est pas là, la radicalisation ou les dérives peuvent prendre le pas. Et ça me semble absolument évident. L'exposé qu'on a eu ce matin est quand même très flagrant. Alors c'est vrai qu'on vient de s'en rendre compte. Même si ça fait des années qu'on le sait, les Marseillaises sifflées, les jeunes dans les quartiers, alors je déteste ce terme, mais parfois il faut l'employer, qui refusent complètement la citoyenneté, l'abstention dans les élections républicaines, qui pour moi est également un élément de faillite de la République. Ce qu'on paye aujourd'hui avec cette radicalisation, c'est un échec de la République, il faut le dire, et c'est une élue qui le dit. Donc on en a parfaitement conscience et il faut réconcilier les citoyens avec notre République, et je pense que ça fait... Alors c'est bien évidemment, c'est pas la solution face à la radicalisation telle qu'on la voit, à laquelle on est confronté au jour d'aujourd'hui. Mais il faut réconcilier les citoyens avec la République, et ça sera une des solutions. On a tellement fermé les yeux qu'on a eu Mera, Charlie, etc., etc., et bien évidemment l'attentat du 13 novembre. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux, et c'est en ouvrant les yeux qu'on prendra pleinement conscience des choses, qu'on pourra d'abord aider ces jeunes, qui pour moi sont des jeunes en situation de désespoir. Donc il faut aussi les aider à s'en sortir, pas que pour notre société, aussi pour eux. La difficulté qu'on va rencontrer aussi, malheureusement, dans les structures, ça on n'en parle pas assez, mais aujourd'hui dans les structures comme les pôles emploi, comme les missions locales, il y a des salariés aujourd'hui qui sont happés par les préjugés. Bien sûr.
Face à la entre guillemets la recrudescence d'actes, même si je caricature en disant recrudescence, mais en tout cas c'est vrai que les actes augmentent, d'actes qui vont à l'encontre des valeurs de la République. Mais ces personnes d'une certaine manière se radicalisent, mais dans l'opposé, en n'acceptant plus. Il y a une culture vertigineuse. Je pense qu'avec un ami, on va écrire un bêtisier autour de la laïcité, parce qu'on a en formation, t'entends des choses, tu tombes de ta chaise. Hein. Et des gens formés, diplômés, en poste, quoi. Et qui te demandent, moi la dernière fois, on m'a demandé comment on peut reconnaître un juif. Tu vois, et un autre qui dit faudrait qu'on vire l'animateur là du centre social parce qu'il a un pantacourt, c'est un signe de radicalisation. Ouais, mais on rit, mais t'as des animateurs qui se baladent avec les emballages de papier de bonbons pour expliquer, au cas où ils auraient la question, qu'il n'y a pas de gélatine de porc dedans. Tu t'imagines le délire quand même, quoi. On en est là. Il y a en plus, il y a aussi pour ma part, je pense, une BFMisation des esprits, Facebookisation, twitterisation des esprits qui font que les jeunes aujourd'hui, voilà, ils se laissent entraîner, mais et puis en plus, bon après aussi, comme Rachid Benzine, il dit correctement, il dit que faute de donner un sens à leur vie, donne un sens à leur mort, ces jeunes. Et c'est ça qui fait peur d'une certaine manière, c'est que la mort est plus attrayante que la vie. Et ça c'est dur à lutter, contre ça. L'autre souci, c'est que on a trop fait confiance. Enfin, ça c'est pas l'éducation nationale, elle est pas seule responsable, mais on a parié sur le fait que l'esprit critique c'était acquis pour tout le monde et que c'était quasi génétique. Tu naissais en France, tu développais l'esprit critique. Or, ce qu'on voit quand même sur le terrain, c'est que tu as une remise en cause aujourd'hui de la science, où on t'explique que la science c'est une forme de croyance comme les autres. Donc là quand même c'est super grave fondamentalement, que tu as des mecs qui te disent que la Terre est plate et avant ça te faisait rire, maintenant tu as des gens qui y croient. Et c'est pas n'importe qui dit que la Terre est plate en plus, c'est des hautes figures dans leur pays et ça passe. Le problème c'est qu'on a trop ri à dire c'est des conneries, on n'a pas besoin d'un contre-discours. Et l'absence de ce contre-discours a laissé penser que c'était des paroles qui étaient justes et légitimes. Et du coup maintenant tu te rattrapes à ramer avec 10 ans de retard sur 1. La construction de l'esprit critique, 2. C'est quoi une science et c'est pas pareil qu'une croyance, et 3. Un amalgame que tu décrivais parfaitement bien, une grande confusion entre islam, musulman, salafiste, tout ça c'est pareil, et pendant 15 ans personne n'a rien dit, opposé de contre-discours, mais du coup tu l'as. Mais je peux te faire le même discours sur Zemmour. Pendant 15 ans t'as les idées de Zemmour qu'on voulait développer et en face t'as personne. Bah voilà, le terrain vide, la nature a horreur du vide. C'est des choses qui prennent du temps. On n'a plus de temps aujourd'hui. Comment voulez-vous que moi, en voyant un jeune, moi ou mes collègues, peu importe, 3/4 d'heure en entretien une fois par mois, on arrive à faire quelque chose? Marianne, psychologue dans une mission locale du sud de la France. Comment c'est possible? Ces jeunes, ils auraient besoin tous les jours qu'il y ait quelqu'un. Voilà, ils sont plus à l'école, ils font pas de formation, ils ont pas de travail. Ils font quoi? Un rendez-vous par mois? Vous pensez que vraiment que ça va changer les choses? Et on va leur verser 450 € parce qu'ils vont venir à quelques rendez-vous et le problème est résolu? Non, je crois que là, on se trompe un petit peu de direction. Ce sont pas forcément des jeunes qui sont déscolarisés, ce sont pas forcément des jeunes de cité, ce sont pas forcément des jeunes qui ont une famille monoparentale ou etc. Voilà, tous les clichés qu'on peut entendre. Ce sont des jeunes français. Donc certains sont de milieux très aisés, ont bac+5, certains ont bac-5, on est d'accord. Comment engager la responsabilité des parents? Il y a quand même aucun projet, excusez-moi de le dire, mais en France pour la jeunesse. Ils peuvent pas changer les choses, alors que la France de demain c'est eux. Voilà, et c'est à eux de faire en sorte que voir un psychologue ça prend du temps, et en plus c'est pas mon travail de prendre du temps. Encore une fois, on va rentrer dans quelque chose de politique. Moi, on finance mon poste pour que j'oriente chez un psychologue. En gros, c'est ça. Alors que je suis psychologue. Donc imaginez déjà, je pense que n'importe quel adulte a du mal à franchir la porte d'un psychologue et se centrer sur soi. Ils vont franchir la porte de mon bureau et au bout d'un ou deux rendez-vous, je vais devoir leur dire bon c'est très bien, je vous oriente vers tel psychiatre ou tel psychologue en libéral, sachant qu'un psychologue n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc on est financé, nous, juste pour faciliter l'accès aux soins. Et je suis pas là pour faire de la thérapie. Or, en réalité, je le fais, puisque je n'ai pas d'autre solution.
Donc il y a des choses auxquelles on répond officiellement, parce qu'on va pas se mentir que c'est pour avoir les budgets et pour pouvoir continuer à faire notre travail. Et puis il y a les choses qu'on fait officieusement, parce que moi il est hors de question que je ferme ma porte à un jeune qui a besoin de parler de son mal-être. Hors de question. Vous pensez que les batteries de mesures prises dans l'urgence depuis le 13 novembre ou depuis, on va dire, janvier 2015, après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, vous pensez que toutes ces mesures répondent à toutes ces questions de fond ? Non, elles répondent dans l'urgence. Les questions de fond, elles vont être bien plus compliquées que ça. Moi, je suis très étonnée qu'on s'en inquiète que maintenant, après les attentats. On a discuté, nous, sur le territoire, c'est bien avant les attentats qu'on a commencé à travailler là-dessus. Personne n'en avait rien à faire, il ne fallait absolument pas en parler. Voilà, j'ai un petit peu envie de vous dire que mon ressenti, c'était, ils veulent partir, les Arabes, qui partent, ça nous débarrassera. Voilà, il y a eu des attentats et là, ça a tout changé. On est uniquement dans la répression, on n'est jamais dans la prévention et que ça concerne n'importe quelle thématique. C'est pas que la radicalisation. En France, on ne sait pas faire de prévention. C'est quelque chose qui est inexistant. Par contre, la réponse pénale et judiciaire, on l'a, toujours. Est-ce que c'est une bonne réponse ? Moi, je pense pas. On va reparler de l'affaire Mera. Pourquoi cette femme qui a perdu son fils, quand elle va discuter juste avec des jeunes de cité, elle s'en prend plein la tronche. Pourquoi ? S'en prend plein la tronche parce qu'elle dénonce et parce que Mera est devenue aussi un symbole pour les jeunes qui sont en rébellion contre la société française. Son fils à elle était militaire français, donc représentait complètement l'inverse de leur idéologie à eux, puisqu'ils sont quand même contre les institutions françaises, contre la République. Enfin, ils n'y trouvent pas leur place. Je veux pas dire ils sont contre, ils n'y trouvent pas leur place. C'est pas la même chose. Mais en tout cas, il y avait bien avant, même presque Mera, des signes sur lesquels on pouvait s'appuyer pour dire il y a quand même quelque chose qui se passe et il faut agir. Je connais un jeune qui a une fiche F. Zumurud, cousine d'un jeune djihadiste mort en Syrie. Comment vous dire ? Il sort à la chicha, il sort en boîte, il sort avec des filles. Et il a une fiche S. Une fiche S. Pour moi, mon point de vue à moi, la radicalisation, c'est l'islam. C'est la radicalisation de l'islam. S'il aurait été radical en islam, il n'y aurait eu ni chicha, ni boîte de nuit, ni meuf. C'est impossible. Donc, cherchez les bonnes personnes. Cherchez les grosses têtes, pas les petites têtes. Parce qu'ils aiment trop chercher les petites têtes. Que ce soit dans la drogue, dans je sais pas quoi, c'est les petites têtes à chaque fois. Cherchez les grosses têtes qui font ça. Prenez-vous-en aux bonnes personnes. Faites des vraies recherches. Pas des recherches qui mènent à rien. Parce que la personne que je connais, elle mène à rien à la recherche. Parce que c'est pas un radicaliste, comme ils le disent. C'est pas une personne qui est là, qui prône, qui dit moi je vais partir en Syrie, moi je vais aller là-bas, moi je vais là-bas. C'est pas du tout ça. Il est tous les soirs à la chicha. Vendredi et samedi, il est en boîte de nuit. Et il sort qu'avec des meufs. Il est qu'avec des meufs, tout le temps des meufs partout autour de lui. Donc à un moment donné, je sais pas, réveillez-vous. Comment il s'est retrouvé avec cette fiche S sur le dos ? Parce qu'on l'a vu la fiche, enfin on a vu le papier du ministère de l'Intérieur. Ouais. Il y a eu un signalement qui a dû certainement être fait par je ne sais qui. Ça, on ne saura jamais, sûrement la cellule préfectorale. C'est un jeune dont le frère est décédé en Syrie, donc évidemment que les familles, je pense, sont un peu surveillées un petit peu plus que les autres. Moi, j'ai vu donc le papier du ministère de l'Intérieur, tout ce qui était marqué comme indicateur entre guillemets de radicalité était injustifié. C'est-à-dire que il y avait marqué ce jeune est en tenue fondamentaliste dans les rues. Nous, on ne l'a jamais vu. Il avait décroché l'école depuis que son frère était parti en Syrie, ce qui était faux. Voilà, tous ces exemples, j'ai plus exactement en tête, mais en tout cas, tout ce qui était marqué sur le papier du ministère de l'Intérieur était injustifié. Cherchez les grosses têtes, pas les petites têtes qui sortent à la chicha et en boîte de nuit. Ça, c'est des musulmans. C'est pas des musulmans, ça. C'est des arabes. C'est pas des musulmans. Un musulman, c'est pas ça. Donc, parce que son frère est parti en Syrie, il a clairement donné son envie de partir en Syrie lui aussi. C'est n'importe quoi. Il va aller faire quoi ? Son frère, il est mort. Il va aller faire quoi en Syrie ? Voilà. Mais moi, j'ai vu d'autres sur fiche S aussi, sur Je ne suis pas Charlie, par exemple. Des jeunes qui ont refusé de faire une minute de silence. Alors, des plus petits, là, on parle de plus petits, on va dire 13-14 ans, qui ont refusé à l'Éducation nationale de faire la minute de silence pour Charlie.
hop, fiche S. Moi, ça me choque, ça, les filles de 17 ans qui arrivent à passer la douane. Et en plus, avec, y en a une, elle a pris la carte d'identité de sa sœur pour passer majeure. Et elle a réussi à passer. Scheherazade, cousine d'un jeune djihadiste mort en Syrie. Mais c'est... La douane, il n'y a pas assez de contrôle, c'est pas possible. Elle ressemble pas exactement à sa sœur. Il y en a une, elle mettait la burqa en France, et que pour passer la douane, elle a enlevé sa burqa. Et après, elle s'est pris en photo en Syrie, avec des kalachnikovs et tout. Je sais pas. Et pourquoi les gens ne sont pas surveillés, tout ce qui sont, même en France, tous les attentats et tout, les gens ne sont pas surveillés? C'est ça que je comprends pas, en fait. C'est trop facile. Les gens, ils s'exposent, normal. Ils sont pas surveillés, y a pas ils écoutent pas au téléphone et tout. Je sais pas. Comme là, notre ami qui est parti, on savait très bien que son frère il était parti. Ils l'ont pas surveillé, ils ont rien fait. Ils l'ont vu passer la douane, ils l'ont vu, ils ont rien fait. Moi, je me pose beaucoup de questions pour ça, par contre. Aujourd'hui, Manuel Valls a annoncé l'ouverture d'un centre de déradicalisation. Ça a du sens aujourd'hui de parler à tout bout de champ de déradicalisation? Trop tard. Malheureusement, moi j'ai pas grand chose à dire, je suis pas spécialiste là-dessus, mais je dis tout simplement trop tard. Tahar Akermi, éducateur social dans le sud de la France. Trop tard. Il va déradicaliser quoi? Il va déradicaliser tous les musulmans les 6 millions de musulmans en France? Il faut arrêter les délires là. Il faut arrêter les délires. On est dans un problème social, il faut s'attaquer aux vrais problèmes. Là, on répète la problématique de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on appelle les pompiers et tenez, allez, éteindre le feu, là-bas, il y a le feu. Il voit la fumée, il envoie les pompiers, lui. Arrêtez, quoi. Faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. C'est trop tard. Trop tard. Les centres, il fallait les créer avant, il fallait anticiper. Puisqu'il est intelligent, il doit anticiper les problèmes, non? On est censé d'être des gens intelligents, donc on est censé de réfléchir à l'évolution de notre société. On doit anticiper les problèmes. On n'attend pas qu'ils nous explosent dans la gueule pour créer des centres pour dire « Ah tiens, finalement, ces méchants garçons, pour plus qu'ils nous ramènent des bombes qui nous explosent dans la gueule, on va leur expliquer comment il faut faire. » Mais il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, quoi. Moi, des fois, tu vois, des questions comme ça, j'ai envie de me mettre en colère, quoi, tu vois. Mais bon, je me retiens parce que t'as l'air d'être un garçon plutôt sympathique. Mais franchement, ça donne envie de se mettre en colère, ouais, sincèrement. Mais moi je me mets en colère de temps en temps, mais presque à la limite, moi je m'en veux à moi-même parce que je me dis t'as pas fait ci, parce que moi aussi je fais mes erreurs en tant que professionnel. Mais bon, moi j'avais pas non plus les moyens que ont les ministères et j'ai aucun avis décisionnel, moi. Je suis un pègrelu du quartier qui a grandi, qui essaye de comprendre aujourd'hui à la sociologie actuelle, quoi. Basta. À Bercy, on a tout de même appris une chose. Le b.a.-ba. Moi, avant de faire la formation, la différence qu'il y avait entre un musulman, un islamiste, un salafiste, un fondamentaliste ou autre, alors, tout ça pour moi ça finissait par le pariste comme terroriste. Et il fallait pas qu'on perdure dans cette attitude-là. Donc avant de déradicaliser, nous on a besoin de pas se radicaliser, nous dans une attitude de rejet et de stigmatisation, avec un profond rejet d'amalgame. C'est encore une fois à cette condition-là qu'on répondra à notre mission de service public, parce qu'il faut pas l'oublier, c'est quand même notre essence là aussi. Merci à Michel, David Vallat, Ivano, Zumurud, Scheherazade et Nouniazade. Merci également à Marianne, Catherine, Tahar Akermi et Emmanuel Fidalgo. Merci à Robert Combe de la mission locale de Vincennes et aux psychanalystes de l'association Entre autres pour leur aide précieuse, Amélie Boukobza, Patrick Amoyel et Brigitte Jouir-Bibou. Les mots de la radicalisation. Un diagnostic bien tardif. Réalisation Doria Zénine. Mixage Bernard Laniel. Attaché de production Marie-Vonne Abolivier, Christine Bernard et Alice Ensinard. Coordination Perrine Kervran. Un documentaire d'Alain Levkovitch pour la série documentaire.
LSD, la série documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. C'est proposé par Perrine Quinfran avec Marie-Vonne Abolivier. Bibliographie, podcast, réécoute, liens, commentaires, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Et retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Demain, dernier épisode, déradicalisation, mode d'emploi.